Bon, allez, on démarre, on est déjà très en retard et on va juste apporter une petite modification à la première table ronde qu'animera notre ami François Soulet de Brugière avec une intervention de la ministre Corinne Lepage, qui est une grande amie et qui devait intervenir un peu plus tard dans l'après-midi, mais qui a un impératif et donc on a un petit peu modifié le programme, mais la table ronde aura son temps. Donc, Corinne, merci d'être là et de nous faire un peu partager ton savoir sur les crédits carbone. Je ne sais pas si tu interviens sur place ou ici. Merci beaucoup. Ici, là, comme ça. Merci Myriam. Je présente toutes mes excuses à mes panélistes parce que ce n'est pas correct ce que je fais. Mais la vérité, c'est que mon train de 19h15 est un peu dans les limbes. Et donc, j'ai dû changer de train. Voilà. Que très facilement ce qui s'est passé. Alors, Myriam m'avait déjà fait l'amitié l'année dernière de me proposer de parler de ce sujet sur lequel je reviens. Et vous avez pu juger déjà dans les interventions de ce matin que ce sujet du carbone vivant est un sujet croissant. Alors d'abord, quand on parle de crédit carbone, on parle de quoi? On parle des quotas carbone. Ça, c'est les systèmes mis en place par les États pour échanger des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des quotas qui leur ont été donnés. Et en particulier, on pense au système européen. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les crédits de compensation. On en a un peu parlé ce matin, Christian de Pertuis reviendra certainement dessus, qui d'abord sont issus du protocole de Kyoto sous deux formes, ce qu'on appelle les MOC et les MDP, qui ont donné lieu au financement d'opérations de maintien de la forêt ou de reforestation dans un certain nombre de pays du Sud. Et au terme de l'article 6 de l'accord de Paris, un nouveau mécanisme, le mécanisme de développement durable, a été substitué au MOC et au MDP. Et puis, il y a les crédits du marché volontaire, issus de la compensation volontaire, souvent appelés unités de réduction des émissions vérifiées, qui ont des labels volontaires, et ce sont eux qui ont fait récemment couler beaucoup d'encre, je pense à Vera et à Gold Standard. Voilà, quand on dit crédit carbone, c'est tout ça. Donc c'est beaucoup de choses, en fait, et assez différentes. Pourquoi est-ce que le sujet devient très important? Parce que je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je n'ai pas beaucoup de temps, on en a déjà parlé, on en reparlera, les puits de carbone s'effondrent. Et ils s'effondrent, et par conséquent, si on parle en neutralité carbone, il est évident que ce qu'on a en moins, eh ben, il faut faire mieux pour compenser. Donc c'est une catastrophe en réalité. Ensuite, les crédits volontaires, dans le même temps, ont été largement remis en cause quant à leur sérieux et leur réalité. Et puis, troisièmement, les progrès technologiques permettent d'envisager beaucoup plus sérieusement la récupération du CO2 lors d'émissions d'activités particulièrement émettrices, ainsi que le stockage du CO2. Donc, on rentre dans un nouveau monde. En réalité, on entendait un intervenant tout à l'heure dire que de toute façon, on ne pourrait pas faire sans. Voilà. Donc, tout ça est extrêmement contradictoire. SBTI vient de dire que le système d'acceptation de crédit carbone qu'il avait mis en place, ce n'est plus possible. Et donc, il faut réfléchir à une logique. Dans le même temps, on se rend compte que c'est un marché financier potentiellement très important qui pourrait financer énormément d'opérations. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2 milliards. On parle de 10 milliards de dollars de l'année 2030. Et enfin, au niveau européen, on a maintenant défini un objectif visant à capturer 280 millions de tonnes équivalent CO2 d'ici 2040, 450 millions de CO2 d'ici 2050 et déjà 80 millions d'ici 2030. Il faut le faire. Alors, dans ce contexte, quelles innovations? J'irai très vite, puisque je suis déjà à 6 minutes. Il y a deux règlements européens très importants qui sont sortis. Le règlement sur les crédits carbone, qui détermine des critères de qualité avec plusieurs types d'absorption du CO2, l'absorption permanente, l'absorption de longue durée, c'est 35 ans, le stockage temporaire résultant des activités de stockage agricole, restauration de forêts ou des sols, et la réduction des émissions des sols, ça c'est spécifiquement agricole.
Donc, il y a plusieurs types de crédits carbone qui correspondent à ces différents types de stockage. Dans tous les cas, l'activité mesurable, dans tous les cas, pour être éligible, l'activité doit être additionnelle, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette activité-là, il y aurait plus d'émissions de gaz à effet de serre. Si ça ne change rien, ce n'est pas éligible. Il faut qu'il y ait un stockage à long terme, il faut qu'il soit durable, c'est-à-dire qu'il y ait des co-bénéfices, je reviendrai là-dessus. Il faut qu'il soit mesurable, vérifiable et que les méthodes de certification soient pertinentes. Les systèmes de certification qui ont été mis en place fonctionnent sur des bases de règles et de procédures fiables et transparentes. Il faut un audit indépendant pour vérifier que la certification a été effectuée de manière correcte et on met en place un registre public tenu à jour, interopérable, ce qui assure le sérieux et évite la double comptabilité. Voilà, c'est ce système-là qui est retenu par la Commission et il n'y en aura pas d'autre au niveau européen. Ceci étant, les crédits carbone sont des biens, meubles, librement cessibles entre les parties. Ça, c'est le premier règlement. Deuxième règlement, c'est le règlement Net Zéro Industrie et la création de nouveaux types de crédits carbone liés à la séquestration. C'est un règlement du 13 juin 2024, donc c'est vraiment tout à fait récent. Ce règlement vise donc à atteindre l'objectif d'injonction de 80 millions de tonnes, c'est 50, mais c'est 80, dans des sites de stockage autorisés et exploités pour une période d'au moins 5 ans. Et le règlement crée un nouveau marché de CO2 capté. Donc ça se rajoute à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les technologies de CSC, c'est-à-dire de stockage et de transport de carbone, sont facilitées, notamment au niveau des procédures administratives, et les États sont obligés de notifier à la Commission les sites où il pouvait y avoir de l'extraction d'hydrocarbures ou de charbon ou de gaz ou de ce que vous voudrez, pour que ces sites puissent être utilisés pour stocker le carbone. Donc là, il y en a une obligation des États au 1er janvier 2025 de notifier ces sites. Quel impact cette transformation peut-elle avoir sur les activités économiques? Là, je vais très vite, mais il faut bien voir qu'il y a énormément d'activités qui sont concernées. D'abord, tout ce qui est l'agriculture. Tout ce qui est l'agriculture, parce que c'est les gestionnaires des terres agricoles et forestières, les producteurs de biochar, les entreprises agroalimentaires, les acheteurs de produits forestiers sont directement concernés parce qu'ils vont bénéficier de ces crédits carbone. C'est aussi de nouvelles méthodes agronomiques qui vont générer des crédits carbone et permettant, pour une part, probablement, d'aider à la transition agricole. Ensuite, il y a les mers et les milieux humides, parce qu'il y a les mangroves, parce qu'il y a les algues, parce qu'il y a les marais, qui vont donner lieu à de nouvelles activités économiques régénératrices des milieux et la capacité donc de générer des fonds susceptibles d'instiller un cercle vertueux. Ensuite, il y a les produits, puisqu'il y a le stockage dans les produits. On pense évidemment aux produits du bois pour la construction, mais pas que. Les questions de récupération et de stockage du CO2 qui, évidemment, vont devenir extrêmement importantes. Alors, quel impact cela peut-il avoir sur les entreprises, autres que celles que je viens de citer? Eh bien, il est bien clair que les transformations auxquelles on assiste, ce matin, on a parlé de la SFRD, il y a les CSRD, il y a les CS3D, c'est-à-dire le devoir de vigilance, c'est-à-dire la comptabilité extra-financière. Tout cela conduit les entreprises non seulement à mettre en place un bilan carbone, non seulement à expliquer comment elles vont faire pour réduire leurs émissions, mais aussi à s'intéresser à toute leur chaîne de valeur, c'est-à-dire à des entreprises qui, elles, ne sont pas soumises à ces obligations. Et éventuellement, à trouver des moyens de compenser les émissions de la chaîne de valeur si les entreprises en aval ou en amont, d'ailleurs, ne sont pas capables de le faire. Donc, on voit là apparaître une nouvelle orientation qui est extrêmement importante. Le règlement sur les crédits carbone prévoit que les unités d'élimination de carbone pourront être utilisées, d'ailleurs, pour faciliter les déclarations faites dans le cadre de la CSRD. Donc, vous voyez que l'impact de tout cela n'est pas seulement sur les activités économiques directement concernées, c'est en fait sur tout le monde économique,
avec bien sûr le sujet majeur, et je pense que Christian reviendra dessus tout à l'heure, qui est celui de la compensation. C'est-à-dire que la compensation ne peut pas être à la place des efforts de réduction. Mais on a entendu aussi ce qui se disait ce matin sur le fait que certaines industries allaient avoir besoin de cela à titre transitoire. Donc, à voir où est-ce qu'on met le curseur, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne s'en passera pas. Ça, je crois que là-dessus, il faut être tout à fait clair. Alors, ce marché, c'est de l'ordre de 2 milliards en 2023. On envisage plus 30% d'ici 2030. L'Inde a annoncé en octobre 1500 projets enregistrés dans le monde des 2 principaux registres de carbone. En Asie, le marché des crédits volontaires se développe énormément et un certain nombre de partenariats entre pays du sud global, si je puis dire, Dubaï par exemple et le Zimbabwe, apparaissent. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision européenne, c'est vraiment un système planétaire qui est en train de se mettre en place avec ses forces et ses faiblesses. Voilà, j'espère que le président de séance ne m'en voudra pas et j'ai gardé mon temps. Merci.